Grosse perturbation à la gare de Lyon, des milliers de voyageurs en attente. Les départs des TGV sont bloqués par des coupures de courant provoquées par des grévistes. La lutte contre le terrorisme avec l'arrestation d'un islamiste présumé, un Marocain qui projetait un attentat sur l'île de la Réunion contre un centre touristique. L'homme aurait des liens avec Al-Qaïda. Jean-Paul II en Croatie sous une chaleur torride. Le pape rend hommage à ceux qui ont souffert lors de la guerre serbo-croate en 91 devant des dizaines de milliers de fidèles. Et puis la surprise de Roland Garros, c'est un Néerlandais inconnu du grand public qui jouera la finale. Martin Vervet, 46e mondial, a battu l'Argentin Guillermo Coria. Il rencontrera l'Espagnol Juan Carlos Ferrero. Madame, Monsieur, bonsoir. Les départs de Pentecôte perturbés à la SNCF par quelques opérations surprises à la gare de Lyon. Les grévistes en occupant des postes d'aiguillage provoquent des coupures de courant qui empêchent ou retardent le départ des TGV. Difficile pour l'instant d'évaluer l'ampleur des répercussions sur le trafic, mais sur les quais, les voyageurs s'entassent en espérant pouvoir rejoindre leur lieu de vacances. Le point, François Baudonnet et Edmar Banis. Une véritable marée humaine. Des milliers de passagers en attente pour Marseille, la Savoie ou bien sûr Lyon. Cet après-midi, il n'y avait plus 1 cm² de libre à la gare de Lyon et beaucoup de colère. Vive la République et vive les grévistes. S'ils venaient ici, les grévistes, on leur botterait le cul. Ça fait longtemps que vous attendez? Ça fait depuis 1 heure. Et vous savez quand est-ce que votre train? Non, pas encore, c'est pas affiché. Malheureusement, avec 2 enfants, c'est pas évident. Et voyez-vous, là, je commence sérieusement à perdre mon calme et à être sérieusement fatiguée. Parce qu'en plus, ça s'est produit toute la semaine pour aller travailler et même pour le week-end. On ne peut même pas décompresser. Et effectivement, lorsqu'ils partent enfin, avec parfois 1h30 de retard, les TGV sont bondés. Ce qui est lamentable, il y a 2 trains qui sont partis l'un derrière l'autre. Oui. 2 trains où il y avait 2000 personnes. Au lieu de 1000 personnes, c'est impossible de monter. S'il arrive un accident, vous faites quoi? Qu'est-ce que fait la SNCF? La SNCF, justement, elle fait ce qu'elle peut. Ici, dans ce centre opérationnel, situé à quelques mètres de la foule, des cadres tentent de constituer les trains en fonction des personnels disponibles. Mais cette journée aura été un vendredi noir. Un incident d'alimentation électrique sur un chantier de garage des rames qui ne nous permet pas de mettre à quai les rames au bon moment. Grève, problème électrique, il ne manquait plus que des bagages suspects confiés au service de déminage. Tout cela accumule les retards. Déminage maintenant. Tout le monde a dit alerte à la bombe, alerte à la bombe. Le train est reparti à Marseille. Ils ont fait vider le train et ensuite il est revenu. Et il a plus d'1 heure de retard. Ce soir pourtant, la SNCF espère avoir transporté 130 000 personnes au départ de la gare de Lyon. Et précisément en direct de la gare de Lyon, nous vous retrouvons François Baudonnet. Le président de la SNCF affirmait ce matin que le trafic serait normal ou presque pour le week-end de Pentecôte. Apparemment, il est franchement démenti. Oui, alors avant de répondre, si vous voulez bien, Béatrice, à votre question, je voudrais vous donner une dernière information qui vient de m'être donnée il y a quelques minutes à peine. La SNCF affirme bien qu'il s'agit d'un acte de malveillance. Vous savez, dans le reportage que vous venez de voir, je vous parlais effectivement d'une coupure d'électricité, coupure importante, puisque ça a retardé le départ des trains ici pendant environ 2 heures. Eh bien, la SNCF sait maintenant qu'il s'agit d'un acte de malveillance. S'agit-il de grévistes ou d'autres personnes? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais une enquête est en cours. Alors, pour répondre à votre question, savoir si Louis Gallois a bien fait de vouloir rassurer tout le monde, eh bien, je répondrai oui et non. Oui, parce qu'à la gare du Nord ou gare Montparnasse, eh bien, la situation est plutôt normale. Sur l'ensemble du réseau, il y a d'ailleurs 2 corails sur 3 et pour les TGV, ça va. Et non, parce qu'ici, vous l'avez dit et on le voit derrière moi, eh bien, il y a eu beaucoup de problèmes ici en gare de Lyon. D'autant que les problèmes viennent bien sûr de cette coupure d'électricité, mais pas uniquement, puisqu'ici, il y a un peu plus de grévistes qu'au niveau national, à peu près 13% de grévistes ici, gare de Lyon. On sera en fait en fin de week-end, il faudra maintenant attendre lundi pour savoir si Louis Gallois avait raison d'être optimiste ce matin. Merci François Baudonnet. Sur les routes maintenant, la journée classée rouge par Bison Futé semble tenir ses promesses. De très gros ralentissements dès le début de l'après-midi. La sortie des grandes villes se fait au ralenti, comme en Ile-de-France, où il y a beaucoup de monde sur les routes. Autour de Lyon, sur la route du Soleil, dans la vallée du Rhône, la sécurité routière s'attend à de gros bouchons. Prenez la route donc demain si vous le pouvez. La circulation perturbée par endroits aujourd'hui. Les manifestants ont joué les troubles-fêtes sur les axes routiers en mettant en place des barrages filtrants.
contre la réforme des retraites. Encore des opérations coup de poing ici ou là en France, mais rien de comparable aux tensions d'hier. Restent ces mouvements sporadiques qui n'ont pas tourné à l'affrontement. Christelle Bertrand. Faute de décider de leur retraite, ils s'occupent du trafic. À Rodez, une quarantaine d'enseignants et d'agents de l'équipement laissent passer les véhicules au compte-gouttes. C'est du filtrant, donc ça passe petit à petit. On a le temps un peu d'expliquer aux gens ce qui se passe, quoi. Quels sont nos ressentiments, qu'est-ce qui nous arrive. Voilà. Attendez, regardez. Hein, voilà un gars qui n'a pas compris ce qui se passait, ce qui nous arrivait. Des tracts pour expliquer la grève provoquent un dialogue souvent à sens unique. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois que tu es en train de faire quelque chose de bien? Tu crèves tout le monde, t'empêches les mecs de travailler. Je parle même pas des autres qui empêchent les gosses de passer les examens. Tu trouves tout ça normal? Et vous croyez où là? À Nice, il a suffi de quelques manifestants pour bloquer les TGV. Là encore, grévistes et usagers ont bien du mal à s'entendre et il semble que ce ne soit que le début des actions. La SNCF annonce que demain, pour les départs en week-end de la Pentecôte, ce sera pire. À Fos-sur-Mer, les pompiers ont éteint un à un les 7 barrages de pneus enflammés qui bloquaient l'accès au site pétrochimique. Côte à côte, 500 grévistes du public et du privé ont finalement cédé face au CRS pour éviter l'affrontement. À Saint-Denis, en région parisienne, comme dans une douzaine d'autres dépôts de la RATP, le face-à-face policier-gréviste a duré toute la matinée. Le déblocage du dépôt de bus s'est déroulé dans le calme. Aujourd'hui, contrairement à hier, aucun débordement n'est à signaler. À Marseille, le grand meeting syndical prévu la semaine prochaine sera finalement maintenu, mais dans la rue, devant le stade Vélodrome et non à l'intérieur, après le refus de Jean-Claude Gaudin de louer ce site aux différentes unions syndicales. Yannick Arroussi, Benoît Jourdan. On viendra quand même. Ils viendront bien le 12 juin, ces syndicalistes marseillais. Mais au lieu du meeting espéré dans le stade Vélodrome, ils devront se contenter du parvis, à l'extérieur des grilles. Bernard Thibault pour la CGT, Marc Blondel pour FO, Alain Olive pour l'UNSA et Gérard Asquiri pour la FSU prendront la parole à l'issue de la manifestation venant du Vieux-Port. Personne ne fera taire l'exigence de démocratie et l'exigence d'ouverture de négociations que nous portons dans l'ensemble des grèves et des manifestations. Bonjour. Le maire de Marseille inaugurait ce matin la saison estivale sur les plages. Mais pour les syndicats, c'est plutôt le vice-président de l'UMP qui a refusé d'offrir la tribune du stade aux opposants au plan Fillon. Une décision politique dont se défend Jean-Claude Gaudin. Le stade Vélodrome est un lieu de rassemblement consensuel, réservé au sport, aux activités culturelles. Il n'a jamais abrité, en tout cas depuis que je suis maire, de meeting à caractère politique. Or, nous sommes dans une phase politique, d'un débat politique national. Les ordures s'amoncellent devant le stade et ailleurs, elles ne sont plus ramassées. Les transports en commun sont perturbés. Jean-Claude Gaudin déplore l'image détestable que donnent de Marseille les grèves à répétition. Mais les agents territoriaux de la ville, et parmi eux les éboueurs, ont répondu ce matin en reconduisant leur mouvement pour 24 heures. La radicalisation des mouvements entraîne ou risque d'entraîner des sanctions. Ainsi, la Société des autoroutes du Sud menace de licencier des employés qui ont bloqué l'autoroute A9 à Perpignan il y a 15 jours. À Narbonne, cette menace provoque la colère des syndicats, comme le montre ce reportage de Véronique Gaglione et Frédéric Guibal. Aujourd'hui, c'est nos libertés fondamentales qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est la liberté d'expression, la liberté du droit de grève, la liberté... Même s'ils avaient de la colère, les manifestants sont restés calmes aujourd'hui, solidaires avec les 4 qui risquent d'être licenciés. 4 syndicalistes d'ASF convoqués à une commission de discipline. Et il nous est reproché d'avoir manifesté à l'encontre, soi-disant, d'un règlement intérieur qui ne peut pas s'appliquer sur une manifestation, notamment qui est organisée par l'interprofessionnel. C'était le 22 mai dernier. À l'appel des syndicats, 800 manifestants s'étaient engagés à pied sur l'autoroute pour bloquer le trafic. Une première en France, un acte d'inconscience selon la Société des autoroutes du Sud qui veut sanctionner ces 4 salariés. Ils ont le droit de manifester, le droit de grève et le dialogue social est quelque chose de bien présent au sein de la structure ASF, mais par contre les règles de sécurité en premier, les règles du code de la route aussi. Une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui, mais les manifestants ne voient là qu'une tentative de plus pour briser le mouvement. Pour faire tomber la pression, ils s'attaquent toujours aux délégués syndicaux pour faire voir qu'ils sanctionnent et pour faire peur aux gens qui sont un peu timides de ne pas venir dans l'action.
Les forces de l'ordre étaient nombreuses et la journée s'est déroulée sans heurts. À la sous-préfecture de Narbonne, les syndicalistes ont été assurés que le droit de grève serait respecté, mais concernant la levée de leurs sanctions, ils n'ont reçu aucune assurance. Le saccage du siège du MEDEF à Pau ou encore l'incendie de celui de La Rochelle hier marquaient un tournant dans la contestation sociale. Parfois débordés par leur base, les syndicats font le grand écart, ils condamnent la violence, mais en même temps considèrent que cette radicalisation du mouvement est souvent le seul recours face au refus d'ouvrir de nouvelles négociations. Martin Gouès, Patrick Brugère. Une assemblée générale de grévistes, ça commence par un vote. Il y a donc des caméras de télévision. Donc j'essaie de savoir si vous êtes OK. Qui est contre? Merci messieurs, bonne journée. Au revoir. L'AG se tiendra donc loin des caméras et des micros. Une heure après, le vote se fait à main levée. Résultat, le mouvement est reconduit, voire durci. Oui, c'est reconduit de toute façon jusqu'à mardi. Donc là, il n'y a pas de problème, jusqu'à mardi, de toute façon, ça va être le bordel, ça roulera pas comme ils ont dit. Occuper les voies, si c'est pour après avoir des sanctions et après avoir que des doutes disciplinaires, on parle plus des retraites, on parle plus... Le problème pour les syndicats aujourd'hui, contrôler leur base dans des actions coup de poing. On s'en est jamais pris physiquement à des individus, voire à des locaux. Messieurs, je vous arrête, vous allez dehors, vous n'avez rien à faire ici. Parce que là, écoutez-moi, et je me répéterai une seule fois. Vous êtes dans un établissement SNCF. Un conseil. Hein. Vous êtes dans un établissement. Vous êtes dans un établissement SNCF. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Une radicalisation du mouvement que comprennent certains politiques. Faire reculer ce gouvernement, il faut une généralisation des luttes et tout ce qui y contribue est bienvenu. À 4 jours du passage de la réforme devant le Parlement, le gouvernement reste lui intransigeant. Si le gouvernement dit vous manifestez, vous faites la grève, ça ne servira à rien, la tentation est grande pour certains de trouver d'autres moyens, puisque ceux-ci sont, paraît-il, inefficaces. Donc dans la responsabilité de cette radicalisation, il y a aussi le discours du gouvernement. Du côté des syndicats, on craint que ces actions ne rendent le mouvement impopulaire. Jean-Pierre Raffarin, qui assistait cet après-midi aux cérémonies du 59e anniversaire du débarquement, a profité de l'occasion pour revenir sur les opérations coup de poing de ces derniers jours, appelant au calme. Nous écoutons le Premier ministre. J'appelle les uns et les autres aujourd'hui à l'apaisement. Je comprends que nous sommes dans un pays qui doit respecter toutes les convictions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si certains comportements ne sont pas acceptables, toutes les convictions sont respectables. Nous sommes un pays qui doit faire en sorte que le respect des uns et des autres soit notre règle de vivre ensemble. Du côté des enseignants, Luc Ferry et Jean-Paul Delevoye recevaient depuis hier les syndicats. Ce soir, c'était au tour de la CGT. Le ministre de l'Éducation reconnaît lui-même que des divergences de fond subsistent et que la pression est bien là. C'est mardi que le gouvernement devrait annoncer un calendrier de travail sur l'avenir de l'école et des réponses concrètes sur la mise en place de la décentralisation par étapes, mais pas de retrait des réformes à l'horizon. L'agitation dans le monde de l'éducation avec quelques mouvements qui ont entraîné ici le report d'examen prévu à Tolbiac ou là l'occupation des locaux. Nabila Tabouri, Yann Jikel. À l'université Paris-Tolbiac, la pagaille continue. Ce matin encore, des étudiants grévistes ont réussi à empêcher la tenue des examens. Le président de l'université a tenté de calmer les esprits, en vain. Si c'est un certain nombre de personnes qui se flattent d'Assemblée Générale à 300 veulent empêcher 13 000 étudiants de passer leurs examens, l'université est totalement démunie. Pour respecter le calendrier, des examens auront donc lieu demain et dimanche. À Fos-sur-Mer, le blocage est venu des enseignants. Avec des routiers également grévistes, ils ont installé durant toute la matinée des barrages, coupant ainsi l'accès aux sites pétrochimiques. La manifestation continue, elle ne s'essouffle pas, elle se radicalise effectivement. Certains enseignants manifestent, d'autres sont réquisitionnés pour surveiller les examens. C'est le cas dans les académies d'Orléans, de Toulouse, de Nantes ou comme ici de Lille. Ce qui n'empêche pas les grévistes de s'interroger. Selon les sources ministérielles, il n'y aurait que 30% de grévistes. Comment se fait-il qu'avec 30% de grévistes et donc 70% de non-grévistes, le gouvernement et le recteur donc soient obligés de requérir les personnels?
À Paris, devant la mairie du 19e, l'ambiance était détendue ce soir. Des enseignants, des postiers et d'autres personnels en grève ont offert l'apéritif aux habitants du quartier. Une opération de charme pour expliquer leurs actions. La lutte contre le terrorisme avec l'arrestation à Roissy de 2 islamistes. L'un d'eux projetait d'éventuels attentats sur l'île de la Réunion ou encore en Allemagne contre des bases américaines. Les 2 hommes, selon les enquêteurs, un lien avec la nébuleuse Al-Qaïda. Zindine Boudaoud. Voici l'homme arrêté mardi à Roissy par la DST. Christian Ganzarski, filmé à son insu l'an dernier, près de chez lui en Allemagne. La police de son pays considère ce converti à l'islam comme un membre d'Al-Qaïda. Abou Ibrahim, comme il se fait aussi appeler, serait impliqué dans l'attentat perpétré contre la synagogue de Djerba. 40 minutes avant l'explosion, il avait reçu un appel téléphonique du kamikaze tunisien. Faute de preuves suffisantes, la justice allemande l'avait relâché. Son arrestation à Paris est liée à celle d'un autre membre supposé d'Al-Qaïda, un de ses proches, Karim Mehdi, interpellé dimanche dernier à Roissy. Ce Marocain arrivé d'Allemagne avait comme destination finale l'île de la Réunion. En garde à vue, Karim Mehdi aurait avoué la préparation d'un attentat à la bombe. Sa cible, un complexe touristique réunionnais. Une confession jugée crédible par les policiers qui connaissent le profil de cet activiste. Karim Mehdi serait lié à la cellule terroriste d'Hambourg, un groupe jugé en Allemagne pour avoir aidé les 19 kamikazes responsables des attentats de New York et de Washington. Karim Mehdi a été mis en examen hier par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, puis écroué. Christian Ganzarski devrait le rejoindre ce soir en prison. Ceci nous amène à ces lettres toxiques envoyées à des ambassades américaines, britanniques et au service du Premier ministre belge. C'est un Irakien arrêté en milieu de semaine qui serait à l'origine de ces courriers empoisonnés. Dorothée Cochard, Nicolas Prader. L'homme a été interpellé à son domicile. C'est lui qui serait l'expéditeur des lettres toxiques qui ont contaminé 20 personnes. Il est irakien, il a 45 ans, il est célibataire, demandeur d'asile selon ses voisins, pas du tout le portrait d'un terroriste. Quand Saddam Hussein est tombé, il m'a dit qu'il était très content. Ça, il me l'a dit. La poudre contenue dans les enveloppes contamine d'abord 2 personnes dans ce centre de tri postal à Gand, au nord-ouest de Bruxelles. Puis plusieurs autres dans ce bâtiment de la police où l'on examinait des objets qui avaient été saisis au domicile du suspect. Objets contaminés par une poudre brun-jaune, un dérivé d'arsenic utilisé dans la fabrication des gaz innervants. Pas facile à se procurer aux yeux des enquêteurs, un produit potentiellement dangereux. Si la concentration est suffisamment haute et s'il s'agit d'un produit hautement inflammable, si le produit est inflammé, il pourrait être mortel. Coups et blessures volontaires, préméditation, l'homme encourt jusqu'à 3 ans de prison. Parmi les différents endroits auxquels étaient destinées les lettres, on compte l'ambassade des États-Unis, l'ambassade britannique, l'ambassade d'Arabie Saoudite et aussi un tribunal bruxellois où sont actuellement jugées une vingtaine de personnes pour complicité avec le réseau islamiste Al-Qaïda. Autant dire que la question à laquelle devront répondre les enquêteurs belges, c'est de savoir si l'homme a agi seul ou pour le compte d'un groupe terroriste. Nouvelle affaire de dépravation sexuelle, mais cette fois-ci c'est un commandant de brigade de gendarmerie de Dabo en Moselle qui a été mis en examen. 11 jeunes femmes accusent cet adjudant. Christophe Nedart et Jean-Pierre Pasteur. C'est une petite gendarmerie de campagne qui aujourd'hui est au cœur d'un scandale. Le commandant de cette brigade est accusé d'avoir organisé ici des séances de photos érotiques. 11 jeunes femmes ont été piégées par ce gradé au talent manipulateur. Comme Marie par exemple, la première victime à avoir porté plainte. On m'a demandé de me déshabiller, de me mettre dans des positions qu'il avait décrété de faire. Est-ce que vous vous sentez sali? Ah oui. Parce que je veux dire, un gendarme, on doit avoir confiance en lui normalement. Lui, il connaît mieux les lois que nous, quoi. C'est un abus de pouvoir, quoi. Il a joué sur l'uniforme, quoi. Mais il y a plus grave que les photos. Le procureur général de Metz parle d'attouchement sexuel, évoque même un cas de viol sur mineur. Pour une d'entre elles, elle nous indique avoir subi, sans son consentement, des relations sexuelles imposées par l'adjudant Meguen. Celui-ci le conteste. Le procureur de Metz a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineur, agression sexuelle et tentative d'agression. Le gendarme, quant à lui, a été suspendu de ses fonctions. Il devrait être placé en détention provisoire dans les prochaines heures.
En politique, Pierre Bédier, le secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, fait l'objet d'une enquête financière. Il y a eu perquisition à son domicile et à la mairie de Mantes-la-Jolie, dont il était le maire. Il est soupçonné d'avoir perçu des enveloppes, une affaire dont le point de départ est une dénonciation sur fond de divorce. Stéphane Bretner, Christophe de Valambras. D'habitude, Pierre Bédier aime bien les caméras, pas aujourd'hui. En sortant de ce restaurant, le secrétaire d'État chargé des prisons s'éclipse. Monsieur Bédier ? Depuis quelques heures, son nom est officiellement cité dans une affaire financière. Il y a 2 jours, le juge Couroy a perquisitionné son domicile. À l'origine, le magistrat enquêtait sur des malversations financières dans 7 entreprises de nettoyage. Son PDG est en prison, dénoncé par son ex-femme et son comptable. Ces derniers parlent aussi d'enveloppes en liquide, 150 000 francs par an, remises à des élus, dont Pierre Bédier lorsqu'il était maire de Mantes-la-Jolie. La justice a des interrogations. De façon fort légitime, elle essaye d'apporter les réponses. Et alors, en ce qui me concerne, elle peut trouver ces réponses en trouvant en moi une parfaite sérénité. Voilà, donc je ne suis pas fâché, pas inquiet et pas malheureux. Oui. Perquisitionné lui aussi, le maire UMP de Poissy joue la décontraction. Élu des Yvelines, il dément formellement avoir touché le moindre centime. Vous êtes mis en cause directement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Pas du tout, je suis pas mis en cause du tout. Basé sur des dénonciations, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. À l'UMP, on dit attendre que la justice fasse son travail. Sur les plages de Normandie, Jean-Pierre Raffarin assistait aujourd'hui aux cérémonies commémorant le débarquement de juin 1944. En compagnie du Premier ministre canadien, ils ont inauguré un mémorial dédié aux soldats canadiens tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vincent Fourcade et Cyril Paquet. Sur les hauteurs de Maha Beach, Jean-Pierre Raffarin, aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis en France. Tous deux viennent rendre hommage aux milliers de soldats américains morts ici même, au combat. Plus à l'est, ce sont les troupes canadiennes qui débarquaient. Une mission, prendre la plage de Juno Beach, aujourd'hui occupée par quelques opposants au gouvernement Raffarin. 14 000 soldats engagés dans cette opération. Les Canadiens qui, en 10 semaines de campagne, perdront plus de 5 000 des leurs sur les terres de France et d'Europe. Dès l'aube, dans un déluge de fer et de feu, ils engagent un combat décisif pour la liberté et la dignité de l'homme sur le continent de l'Europe. Le sang versé par nos soldats pour la libération de la France et de l'Europe a créé un lien inaltérable entre nos deux pays. Sur les plages de Normandie, il n'y avait jusque-là aucun endroit pour célébrer l'histoire de ces hommes. Inauguré aujourd'hui, un musée, le centre Juno Beach, leur est maintenant consacré, 59 ans après que le premier Canadien ait posé le pied sur le sol français. Ces cérémonies commémorant le débarquement n'ont pas été, comme on pouvait le craindre, entachées par la brouille entre Paris et Washington. Les vétérans américains sont venus en nombre et ne sont pas concernés par les tensions entre la France et les États-Unis lors du conflit en Irak, comme le montre ce reportage de Valérie Fourniou et Abdel Zouyesh. L'esprit loin, très loin de la brouille franco-américaine, Warren Lloyd honore ses morts. C'est de la politique. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Ça ne vous intéresse pas? Non, cela ne m'intéresse pas, cela m'indiffère. Seule une guerre entre nos deux pays aurait pu l'empêcher de traverser l'Atlantique pour cette cérémonie à Utah Beach, la plage où il a débarqué le 6 juin 1944 à 6 h du matin. Warren avait juste 18 ans. L'eau nous arrivait jusqu'à la poitrine lorsqu'on a débarqué sur la plage. L'artillerie allemande nous attendait, un feu extrêmement nourri. Partout, les hommes tombaient, morts. Égaré et un peu perdu parmi ces tombes, il cherche un nom, un Marines comme lui, dont il tient à rappeler le souvenir. C'était mon frère d'armes, vous comprenez. Mon frère de sang. On s'est entraînés ensemble pendant 19 mois, en Angleterre. On a débarqué ensemble le jour J. Et il est mort 3 jours plus tard à Utah Beach. Warren, lui, a poursuivi la guerre jusqu'en Tchécoslovaquie en 1945, croyant alors changer le monde. Nous étions la génération qui devait sauver le monde. Mais la guerre continue encore. Il y a encore des guerres. Nous pensions que la Seconde Guerre mondiale, c'était la dernière en sauvant le monde d'Hitler.
Un sentiment d'impuissance malgré les faits d'armes accomplis. Warren aurait souhaité un monde actuel, loin du fracas des armes. Le pape Jean-Paul II en Croatie, dans ce pays déchiré par la guerre en 91, le Saint-Père a rendu hommage à ceux qui ont souffert du conflit serbo-croate. Sous une chaleur de plomb, le souverain pontife, devant des dizaines de milliers de fidèles, a béatifié à Dubrovnik une religieuse qui a consacré sa vie aux plus démunis. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabine, Dominique Merlin. Pour prêcher le pardon, la réconciliation et la paix, Jean-Paul II a choisi Dubrovnik, dont il a visité le centre médiéval en papamobile. Ce choix a évidemment une forte valeur symbolique. Dubrovnik est la dernière ville catholique et croate avant les terres orthodoxes et serbes. Au début des années 90, la ville fortifiée a été assiégée et bombardée pendant 5 ans par l'armée serbe. Il y a encore trop de méfiance. On ne peut pas changer aussi vite. Malgré la bonne volonté du pape et son énergie, on ne peut pas effacer cette tragédie comme ça. C'est un message important. En Croatie, trop de gens vivent dans le passé. Il faut changer les mentalités. Parce qu'il sait que les cicatrices de la guerre sont encore très sensibles, ce matin, pendant la messe à Dubrovnik, Jean-Paul II a demandé à l'Église de Croatie de se faire, je cite, le flambeau du pardon. Les gens doivent comprendre que nous avons les mêmes problèmes à résoudre et que nous ne pourrons les résoudre que tous ensemble. Jean-Paul II a rendu un hommage particulier à toutes les femmes, filles, épouses ou mères, qui dans toutes les guerres, dans tous les pays du monde, sont toujours les premières victimes. Selon les derniers sondages réalisés ici, 40% des catholiques croates, presque 1 sur 2, s'opposent toujours à toute tentative de réconciliation avec les ennemis d'hier, les Serbes orthodoxes. Autant dire que l'appel à la paix et au pardon lancé ce matin par Jean-Paul II a peu de chances d'être entendu, en tout cas pour l'instant. Revenons aux accusations qui mettent en cause la bonne foi de George Bush et de Tony Blair pour l'entrée en guerre contre l'Irak. Le chef des inspecteurs en désarmement, Hans Blix, met lui aussi en doute les raisons officielles invoquées, c'est-à-dire des armes de destruction massive qu'aurait eu entre les mains Saddam Hussein. Partons pour l'Afrique, dans une région particulièrement troublée au nord-est de la République démocratique du Congo. À Bunia, les soldats français sont arrivés à l'aube et ont pris position pour tenter d'arrêter les violences qui se déroulent dans cette ville toute proche de la frontière avec l'Ouganda. Reportage de nos envoyés spéciaux Éric Meunier et Patrick Desmully. On les attendait à vrai dire plutôt demain ou après-demain. Les premiers éléments des troupes spéciales françaises ont donc un peu créé la surprise en débarquant tôt ce matin sur l'aéroport de Bunia. Quelques dizaines de soldats, une centaine peut-être, qui devraient être rejoints dans les heures qui viennent par 600 autres Français et autant venus de contingents européens ou africains. Un colonel français au nom tenu secret n'était pas très bavard. Il s'agit d'abord de contrôler cette plateforme en liaison avec la MONUC. Viendront progressivement des moyens plus lourds dans les tout prochains jours. Des Français censés rester sur l'aéroport, mais que l'on croisait dès la mi-journée en ville. Devant une population civile visiblement soulagée par leur arrivée. Des Français au contact aussi des combattants EMA de l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, les nouveaux maîtres de la ville alliés des Rwandais, ceux-là même qui menaçaient il y a quelques jours d'accueillir les Français en ennemis. Finalement, on s'est beaucoup toisé, on s'est jaugé entre Français et rebelles congolais, mais pas d'incident à noter. Au QG de la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, l'arrivée des Français était très attendue. Surtout par ces quelques milliers de déplacés fuyant les combats et les massacres et installés là, dans la précarité, depuis plusieurs semaines. À l'image d'Alex, un jeune père de 28 ans qui partage ce camion désaffecté avec ses enfants et 3 autres familles. Nous avons eu très peur puisqu'il y a la plupart de nos collègues qui ont été froidement assassinés, tués à notre présence. Et bien, nous n'avons pas confiance aux milices qui sont à l'extérieur. Pourquoi ils ont été tués à votre avis? C'est à cause de leur appartenance ethnique, on peut dire c'est ça. Beaucoup de quartiers de Bunia ressemblent encore à ça. Des maisons abandonnées de leurs habitants. La plupart des déplacés que nous avons rencontrés nous disaient comme Alex, attendent le déploiement effectif des troupes internationales pour enfin pouvoir rentrer chez eux.
Sur le front de la marée noire, plutôt une bonne nouvelle. Le Nautile, après nouvel examen de l'épave du Prestige, établit que les opérations de colmatage qu'il a accomplies sont efficaces et qu'il n'existe plus aucune fuite supplémentaire. Quant au pétrole qui s'échappait des cuves, il se solidifie peu à peu. Venons-en aux pluies diluviennes qui ont touché la nuit dernière la ville de Castres dans le Tarn. Ces orages d'une rare violence ont amené les pompiers à évacuer une partie des habitants. Isabelle de Lyon, David Bresse. Voici le torrent d'eau et de boue qui a déferlé sur certains quartiers de Castres cette nuit après 3 heures de pluie torrentielle. Filmé par un habitant depuis le premier étage de sa maison, l'eau va s'infiltrer partout, déplacer des voitures, défoncer le bitume et surtout déménager sauvagement des maisons. Les témoins n'en reviennent toujours pas. Je vais arriver la vague d'eau. Alors d'abord, très puissante de là, et puis celle-ci qui a correspondu qui descendait de là. Alors ça fait boum! Et tout a explosé, la vitrine, tout est parti avec. Ça cassait tout, les portes, tout, ça passait par les fenêtres. Il y a des machines à laver qui sont passées dans la rue, de tout. Hein. C'était l'horreur. Cette montée des eaux n'a pas fait de victimes, mais elle laisse de nombreuses maisons dévastées. Meubles sans dessus-dessous, cloisons arrachées. Là, on a du mal à réaliser l'étendue des dégâts, on verra tout à l'heure. Parce que là, on nettoie le plus gros, mais c'est catastrophique. Les sinistrés ont passé toute la journée à nettoyer. Pas facile, la boue s'est incrustée partout. De nombreux biens sont irrécupérables, comme le stock de ce grossiste en confiserie. C'est véritablement une bérésina. Hein. Il y avait la bouteille de gaz derrière la porte. Vous voyez, j'ai des congélateurs qui sont à l'envers. J'ai toute la confiserie, toute la biscuiterie. Ça m'a levé des palettes de plus d'une tonne. Il est tombé en 3 heures 136 mm d'eau. Phénomène très exceptionnel, comme il en arrive moins d'une fois par siècle. L'industrie du tabac cherche par tous les moyens à faire parler d'elle en contournant la loi. Sur des paquets de cigarettes, des pin-up blanches ou brunes sont là pour attirer les fumeurs. Une opération de provocation, considère le ministère de la Santé. À l'occasion des États généraux de la naissance, nous avons mis l'accent sur la prise en charge des futures mamans qui ont des grossesses à risque. Elles n'ont pas toujours la possibilité ou l'envie d'être hospitalisées. Pour éviter de laisser leur famille dans le désarroi, des sages-femmes se rendent chez elles. Reportage à Istres, Jean-Daniel Flézaquier, Guillaume Viard. Un caducée sur le pare-brise, une sacoche lourde et volumineuse. Chantal Gascon n'est pourtant ni médecin ni infirmière. Oui, c'est Chantal, la sage-femme. Une sage-femme libérale qui fait des visites à domicile. Bonjour. Elle suit les femmes dont la grossesse pose des problèmes. C'est le cas de Rachel, déjà mère de 4 enfants. Le 5e bébé, une fille, est un peu trop pressée d'arriver. Là, il m'a dit que j'avais passé le cap du danger maintenant, ça y est. Chantal surveille cette menace d'accouchement prématuré depuis des semaines, sous l'œil attentif de la famille. Je prends plus conscience de ma grossesse maintenant que par rapport aux 4 autres. Parce qu'elle m'explique vraiment tout dans les détails. Il y a des papiers, tout ça qu'on ne comprend pas par rapport aux gynécologues quand ils écrivent. Et elle m'explique vraiment en détail. Grâce à ce suivi, Rachel a surtout pu éviter les hospitalisations répétées, loin de son mari et de ses enfants. Deuxième visite chez Fanny. Elle attend son premier bébé. Un bébé dont la croissance est un peu plus lente que prévu dans le ventre de la maman. Là, regardez. C'est le fond de l'utérus en fait, touché. Voyez. Ah voilà. Oui, c'est apaisant. Parce qu'elle m'explique par exemple les choses que je peux faire et pas faire. Et le médecin, j'avais eu l'impression que lui, au contraire, il me disait de rien faire du tout. Et ça m'avait vraiment stressée. En France, les grossesses à risque bénéficient d'un suivi médical très sophistiqué, une technicité qui se fait parfois aux dépens de l'aspect humain. À l'hôpital, elles se sentent un peu objet d'investigation, objet de... Là, à domicile, elles sont écoutées premièrement, on répond à leurs questions, voilà, on les aide à reprendre confiance en elles, donc ça n'est pas du tout les mêmes relations. Oui, ça veut dire que même une grossesse un peu compliquée peut être un événement heureux quand même. Ah bah, tout à fait, heureusement, mais on y veille. Elles sont une quarantaine dans les Bouches-du-Rhône à travailler ainsi et à bien mériter leur nom de sages-femmes. Le Parlement a adopté hier le projet de loi contre la violence routière. À l'occasion de ce week-end de Pentecôte, vous serez nombreux à prendre la route. Nous avons voulu insister sur les jeunes au volant, des jeunes conducteurs souvent inexpérimentés. C'est pour cette raison qu'une auto-école a décidé d'inclure dans sa formation 250 km de route. Diego Garcia, Marie-Pierre Cassignard. C'est un peu comme un départ en vacances. Et tu retires. Voilà, est-ce que c'est bon?
Ok, impeccable. Seulement voilà, il ne s'agit pas de vacances mais d'un voyage organisé par leur école de conduite. Ils n'ont pas encore le permis et ce périple est inclus dans leur stage de formation. Ok, très bien. Pour le contrôle des angles morts. Et c'est parti. C'est parti pour 250 km. Mais bien vite surgissent les premières difficultés. Alors, on va tenter un dépassement. Donc... Dépasser un camion en respectant les règles du code de la route, ce n'est pas évident la première fois. Il y a 5 jours, Angélique n'avait jamais touché un volant. Tu gardes le clignotant gauche peut-être pour signifier que tu dépasses. Et dès que c'est possible, toujours se rabattre. C'est pas un peu brutal ça de les mettre dans une situation de conduite réelle tout d'un coup? Je sais pas, après ils vont conduire tout seuls. Est-ce que c'est pas un peu brutal de les lâcher tout seuls sur la route sans qu'ils aient vu ça? Si, ça leur diminue le risque d'accident. On les pousse un peu plus vers des aspects sécurité routière. Dans la douceur du Bordelais, ce voyage découverte ressemble à une partie de plaisir. C'est une partie de plaisir, mais en même temps, on a allié ce plaisir de conduire dans un cadre sympa avec toujours la rigueur de l'apprentissage, dans le but justement de former les jeunes à leur plus haut niveau de sécurité, d'aisance et de savoir-faire. Le savoir-faire vient très vite. Il leur faut aussi affronter des petites routes et des pentes très raides. Démarrage en côte. Allez, tu vas essayer, tenter. Je te laisse faire. En 5 jours de stage, les élèves abordent aussi le freinage d'urgence, des simulations de perte d'adhérence, une initiation au secourisme et finissent par ce voyage découverte. Résultat, un taux de réussite au permis de conduire supérieur à la moyenne nationale et un coût identique à celui d'une formation classique. J'ai plus d'appréhension, j'ai plus la peur que j'avais de prendre les petites routes, la rocade, comme on a tout étudié. J'ai plus du tout peur. Donc déjà, ça, quand on passe le permis, c'est assez angoissant d'avoir peur. Et là, tout est parti. Un bon apprentissage de la conduite est déterminant, car les jeunes conducteurs sont les premières victimes de la route. Pourtant, ils ne représentent que 10% des automobilistes. Roland Garros avec la divine surprise pour le néerlandais Martin Verkerk. Il sera en finale dimanche. C'est la première fois qu'il accède aux premières marches d'un grand tournoi. Il a battu l'Argentin Guillermo Coria en 3-7. Un rêve pour ce joueur qui n'était que 46e mondial. Nathanaël Dringsa. Il y a des grimaces qui font plaisir à voir. Rassurez-vous, Martin Verkerk n'est ni triste ni blessé. Il vient juste de se qualifier pour la finale des internationaux de France. Dans un central aux allures de stade de football, face à l'Argentin Coria, Martin Verkerk montre qu'il n'est peut-être pas le plus habile balle au pied, mais lorsqu'il a une raquette à la main, c'est une autre histoire. Du haut de son mètre 98, le néerlandais est un adepte du service volé. Un style résolument offensif, habituellement réservé au gazon de Wimbledon, mais qui fait merveille cette année à Roland-Garros. Verkerk remporte la première manche au jeu décisif. Ce qui agace l'Argentin, Coria craque et jette violemment sa raquette. Un instant d'égarement qui coûte cher, la raquette touche une ramasseuse de balles. Le joueur se confond en excuses, il y laisse même sa chemise, mais le mal est fait. Coria n'est plus dans le match. L'affaire est entendue en 3-7 et 2h40. Pour la première fois dans l'histoire de Roland-Garros, un Néerlandais est en finale. C'est un rêve. C'est presque une grosse blague. Dimanche en finale, Martin Verkerk va retrouver un spécialiste de la terre battue. Tout à l'heure, Juan Carlos Ferrero a battu son compatriote Albert Costa, le tenant du titre. Plantu est l'un des plus célèbres éditorialistes qui croque l'actualité depuis près de 30 ans. Il est tous les jours à la une du Monde. Plantu qui s'affiche au musée Carnavalet. Le dessinateur avec le temps n'a rien perdu de son insolence. Sophie Jouve, Jean-Louis Melun. Alors Plantu au musée Carnavalet, c'est la consécration. C'est bougeant les chevilles, il se la pète, mais ce Carnavalet, c'est quand même du sérieux, c'est beau, c'est la culture, c'est Paris. Nos hommes politiques, l'actu, depuis 30 ans chaque jour, il en tire le plus mordant. Avec insolence et férocité, Plantu occupe la tribune la plus visible de France, la une du Monde. Alors forcément, son expo suscite un sourire complice. La première des choses qu'on fait quand on achète Le Monde, c'est de regarder le dessin de Plantu. Mais la politique n'est pas son unique obsession. Plantu, c'est tout autant l'homme engagé qui dénonce la lâcheté des organismes internationaux. Et s'alarme pour le tiers-monde, les droits de l'homme
et le devenir de la planète. Et puis voilà qu'on découvre un aspect inconnu de lui, le Plantu en 3 dimensions, le Plantu sculpteur. De délicieux personnages et des figures de juges dans la lignée du Grand Daumier. Les dessins sont quelque chose que je revendique tout à fait, mais c'est froid le papier, il est lointain. Alors que là on a l'impression qu'on le connaît, on peut presque le tutoyer. Et tant que la Terre tournera mal, Plantu poursuivra son chemin de poil à gratter de l'actu, pour l'instant dans la plus grande rédaction de France, où il s'est créé son double, une petite souris, toujours à l'affût. Trouver une idée, je trouve toujours une idée, hein, mais trouver une bonne idée... 16 000 dessins, un trait de génie, Jean Plantureux, dit Plantu, a gagné sa place au musée comme authentique monument de papier. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, crime en série avec Pascal Légitimus. 0h30, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain, 7h, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit l'écrivain Paolo Coelho. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.